La table ronde numéro 1 n'a pas épuisé tous les sujets qu'elle aurait dû traiter et donc les interventions et les contributions se sont centrées sur quelques thématiques. Je commencerai d'abord par Olivier Rey qui insiste sur les finalités de l'école qui varient en fonction des circonstances et des moments de la scolarité. Les finalités pour lui sont nécessairement plurielles. L'idée que la finalité de l'école se résumerait essentiellement à transmettre des savoirs lui semble très réductrice et il insiste beaucoup sur le fait que le traitement cognitif des connaissances est très très loin d'épuiser toutes les finalités de l'école et notamment la fonction de socialisation par les pairs et par la relation aux adultes, enseignants ou autres dans les écoles et les établissements scolaires est tout aussi importante que la transmission des savoirs. La vie des établissements et des communautés qui les habitent est essentielle à la structuration éducative des jeunes. Il insiste beaucoup aussi sur le fait qu'en fonction des politiques scolaires, les objectifs de scolarisation évoluent. Aujourd'hui, par exemple, on sent bien que l'école est sollicitée pour garantir une meilleure insertion professionnelle. On lui demande aussi d'armer les futurs adultes sur des enjeux de société qui semblent fondamentaux à un moment donné. Par exemple, aujourd'hui, l'accès au numérique, l'écologie, l'accès à des langues étrangères semblent des points de passage obligés de toute bonne formation. On demande enfin à l'école de former à des modes de vie et à des formes de la société qui sont inscrites dans des valeurs qui sont parfois elles-mêmes discutées par nos contemporains. La laïcité, l'égalité des sexes, l'ouverture au pluralisme culturel sont par exemple des valeurs fortes qui doivent structurer les finalités de l'école. Et donc il en conclut que évolution et dynamique contredisent le sentiment que les finalités éducatives seraient immuables. Yves Rotter, de son côté, revient sur les disciplines scolaires. Sont-elles effectivement trop autonomes ? Il a essayé de préciser d'abord l'intérêt de la structuration en discipline et essayer de préciser également de quoi l'on parle quand on parle de discipline. Est-ce qu'on parle simplement de contenu ou de dispositifs pédagogiques ou d'horaires ou de formation des enseignants, etc. Les disciplines scolaires sont des constructions qui sont la plupart du temps pluridisciplinaires si on les réfère au savoir savant. Et elles ont construit des traditions structurantes, des communautés de métiers, des réflexions internes aux disciplines qui ont permis de créer des didactiques, par exemple, et qui ont permis de fabriquer de l'enseignable, comme il dit, et de faire prendre conscience aux élèves que les savoirs sont architecturés et structurés dans des champs qu'on appelle disciplines. Il insiste aussi sur le fait que la hiérarchie des savoirs mérite aussi d'y regarder de plus près. Des hiérarchies existent aussi à l'intérieur des disciplines, selon ce que l'on vise. Les compétences communes introduisent aussi parfois d'autres hiérarchies. Être autonome, savoir apprendre, coopérer, négocier, communiquer, etc. peut faire varier les hiérarchies habituelles entre les disciplines. On apprend plus facilement peut-être la coopération en éducation physique et sportive qu'en mathématiques. On constate également que les élèves décrocheurs, quand on les interroge sur la hiérarchie des savoirs, mettent en tête de liste l'éducation physique et sportive et les arts visuels, ce qui est exactement l'inverse de ce qui se passe souvent dans les hiérarchies admises au sein de l'éducation nationale. Et les désirs et besoins des élèves également font varier la hiérarchie en fonction de leurs intérêts, de leurs projets. Il insiste enfin sur le fait qu'il faut distinguer hiérarchie et prérequis. Dans les débuts de la scolarité, il n'y a pas une prééminence de la lecture ou de l'écriture, par exemple, mais tout simplement le fait qu'apprendre à lire et à écrire est un point de passage obligé pour acquérir de nouveaux savoirs. De mon côté,
J'ai insisté beaucoup sur la hiérarchie des cultures, qui peut se traduire en hiérarchie des savoirs, bien sûr, mais surtout la hiérarchie des cultures confrontée à la diversification des publics scolarisés. Le rôle normatif de l'école se heurte évidemment à la diversification des publics et des patrimoines dont ils peuvent se réclamer. Fonder une culture réellement commune ne peut consister à sommer chacun de se soumettre à une forme canonique de la culture. L'école doit revenir à cette tension qui avait été fortement soulignée par le rapport du Collège de France des années 80, comment concilier l'apprentissage du relativisme, du respect de l'altérité et des différences, et en même temps la reconnaissance de l'universalité, des valeurs de vérité démontrées d'un certain nombre de savoirs. L'école, à mon sens, doit donc examiner comment elle peut mieux se mouvoir dans plusieurs espaces culturels en même temps, plutôt que de s'ériger en but témoin de la culture légitime, historique. Donc voilà, quelques points qui ont été abordés, qui soulèvent sans doute déjà toute une série de questions. Je vous renvoie au texte donc, qui figure sur notre site et vous remercie.